Sunday Night Production. Du spectacle et des surprises toute la semaine en Espagne. Sepp Kuss qui remporte la Vuelta et permet à la Jumbo de réaliser un triplé historique sur les 3 grands tours. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast L'actu full gaz présenté par LTDG depuis Lyon. Et ouais, depuis Lyon, on est enfin de retour à la maison, mon Stroligno. Ça va toi, t'as passé un bon week-end? Ouais, super week-end, une belle fin de Vuelta, j'ai vraiment kiffé. Et là, de retour à Lille pour mes études, là, on enregistre pour la première fois le podcast à distance, donc j'espère que ça va bien se passer. Parce que ouais, on dit qu'on est à Lyon, mais en fait moi je suis à Lyon, toi t'es à Lille. Ouais, bah ça va bien se passer parce que t'as vu toutes les courses qu'il y a eu la semaine dernière et même ce week-end, t'as pu suivre un peu tout ça? Bah, j'avoue que j'avais la tête dans la rentrée, donc j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu notamment la belle victoire sur une course à étape en Slovaquie de Cavagna, mais aussi surtout la Vuelta, avec du spectacle, un Remco encore à l'avant et une superbe victoire de Sepp Kuss à la fin. Mais je vous propose qu'on passe au résultat en deux spi. Ouais, on fait les résultats en deux speed. T'as parlé de Rémi Cavagna. Bah, le coureur français, il a dit en début de saison qu'il voulait se concentrer un peu sur les courses par étapes. Et là, bah, il allait remporter le Tour de Slovaquie. Bah, alors, c'était une course il y avait 5 étapes. Et il remporte cette course à étapes, du coup. Donc, première victoire sur lui sur une course de plusieurs jours. Et en fait, il était avec son équipe, la Soudal Quick-Step. Et il y avait 5 étapes, ils ont tout gagné. Genre, il y a eu 100% de victoire de la Soudal Quick-Step. Incroyable. Ouais, c'est Et la ça. dernière étape, ils ont... Cavagna, Merlier, Badjoli, Merlier, Asgreen, triplé sur la dernière étape. Vraiment, ils ont fait une jumbo en fait, hein. Ouais, la dernière étape, t'as genre Asgreen qui fait le coup du kilomètre, t'as Van Larbreggen qui suit et Tim Merlier qui plie le peloton au sprint. C'était impressionnant à voir, vraiment. Bah, ils ont surdominé. Ils ont Il y a, surdominé. Bon, la Slovaquie, c'est bien, mais il y avait aussi des courses, des petites classiques belges là, de fin de saison. T'as ouais, vu un peu ouais, tout ça passer? ouais, bah, j'ai vu un peu le Grand Prix de Wallonie là, avec Gonzalo de Serrano de la Movistar qui s'est imposé à Namur devant Tuns et Jasper De Buist et Mathieu Van Der Poel qui termine au pied du podium avec son maillot arc-en-ciel qui fait 4. Très belle Bah, course. ouais, cool. Et puis, tu sais, cool pour la Movistar, tu vois, ils ont galéré cette année sur les grands tours, alors qu'à la base, c'est plus, tu vois, une équipe pour les grands tours. Et tu vois, ils vont gagner des classiques en Belgique maintenant sur des montées pavées dans des finales. Moi, je trouve ça cool, tu vois, qu'ils se réinventent un peu comme ça après l'ère du grand Valverde, tu vois, et même Henrik Mas, qui a pas vraiment, il l'a dit lui-même, il a pas assuré sur la Volta. Donc, franchement, c'est cool. Et la course était vraiment sympa à voir. Ouais, Et après, il y avait... il y Ouais, avait d'autres vas-y. classiques aussi en Belgique, notamment le Kampioenschap van Vlaanderen qui était En fait, remporté c'est par championnat des Flandres, hein. C'est juste, ils l'ont dit en flamand. allez. Et ben c'est Philipsen qui a gagné au sprint devant Koy. Olaf Koy qui avait fait une grosse prestation sur le Tour de Grande-Bretagne. Il était battu par Philipsen. Philipsen qui montre plus que jamais que c'est le meilleur sprinter du monde, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Grégoire? Bah, en tout cas, en cette fin de saison, les 2 là, bah, pour moi, c'est les 2 meilleurs sprinters. Et bah, tu vois, on a vu, Jasper Philipsen, il bat Koy et Groenewegen, il fait 3 aussi. Petite dédicace à Kokar qui fait 4. Et quelques jours plus tard, il y avait la flèche de Cox aussi, toujours en Belgique. Et il y a eu exactement le même podium avec Philipsen, Koy et Groenewegen. Donc, il le bat 2 fois d'affilée. Et Et un au-dessus du Cofidis. podium, Et un il y a Cofidis encore qui un fait 4 Français en de la 4. Cofidis. Ouais. Il y a encore un Cofidis qui fait 4, c'est Alexis Renard. Belle prestation. On savait qu'il s'était blessé sur le Tour de France. Bah, il revient, il fait une belle quatrième place. Félicitations. Alors que c'était censé, je pense, être le poisson pilote de Cocard. Franchement, belle prestation de notre petit Français. Et je sais pas si tu as vu aussi cette semaine, il y a eu la première victoire en maillot arc-en-ciel del Grande Mathieu Van Der Poel. T'as vu ou pas? Il s'est imposé sur la Primus Classique, la Super 8 Classique. Première victoire en arc-en-ciel. Bah, je pense que c'est un trop plein d'émotions pour lui. Il a attaqué à 70 bornes de l'arrivée. Il a réglé un petit groupe au sprint. Il devant Sturgis et Florian Vermeersch. Vermeersch qui avait fait un numéro à Montréal. Il avait fait toute l'étape devant. Il était bien en forme. Et là, il va chercher le podium. Donc franchement, exceptionnel cette victoire de Van Der Poel. Ouais, génial pour lui de le voir gagner avec son superbe maillot arc-en-ciel. Et bah ouais, Mathieu Van Der Poel, quoi, comme à son habitude, t'attaques de loin, tu mets des cacahuètes et je règle le sprint. Félicitations. On passe Allez, aux deux manches de Coupe de France qui avaient lieu ce week-end, Greg? ouais, allez, ouais. Premièrement, ce GP de fourmis, c'est Tim Merlier qui s'est imposé devant Gerben Tyson et Matteo Moschetti. Et à Et Iceberg, il s'est passé quoi? bah, Iceberg, c'est Moschetti qui a gagné devant Pedersen et Demar. Donc on peut voir que ouais, beaucoup de sprinters qui se sont imposés cette semaine quand même. On pense aussi sur la Volta à Kadem Grove qui a gagné la dernière étape. Franchement, Alors, on des y belles reviendra. courses.
des belles courses dans le nord de la France. Sympa à voir. D'ailleurs, j'aurais pu y passer à l'occasion. Ouais, c'est vrai que t'étais pas très loin toi de Lille, tu aurais pu y passer. Ah, c'est À quand même Fourmi, à en vrai. 1 h 30, 2 heures de route, donc ça fait quand même un peu de route avec Allez, les. ça y est, tu Ah, pu prendre le bitume y aller, hein. je fais le feignant maintenant, tu sais, dans le nord avec le vent, ça avance pas tout seul. Et les classiques italiennes, Grégoire, ça a donné quoi? Bah alors, on avait vu que le notre Français de l'équipe britannique, Ineos, Pavel Sivakov, il était super en forme. Bah, il avait fait quand même deux derrière Adam Yates à Montréal. Et là, il est allé s'imposer au Giro del Toscana devant quand même Carapaz, Grobschartner. Et puis derrière, il y avait encore d'accord, il y avait un Pogacar en reprise, mais un Pogacar quand même, quoi. Donc une très belle victoire. Enfin, pour Pavel Sivakov, on sait que pour lui, c'est pas facile de s'imposer vu sa pointe de vitesse. Bah là, il est parti en solitaire et il s'impose 4 petites secondes d'avance, mais il s'impose quand même. Ouais, quand on sait qu'il va rejoindre l'équipe Emirati, et bah, je pense que c'est encore un très très bon recrutement. Lui qui a pas vraiment trouvé sa place au sein de la formation Ineos. Ensuite, il y avait la Coppa Sabatini, où c'est un puncher de la UAE d'ailleurs qui s'est imposé. Un puncher qu'on oubliait. C'est Marc Hirschi qui est venu s'imposer devant Pavel Sivakov qui fait deux. Pavel Sivakov très très en forme, très très en forme sur cette fin de Sur cette saison. fin de saison. Et il termine Ouais, aussi devant Pogacar qui fait 3. Donc on peut dire un podium émérité 100%, même si Pavel Sivakov n'a pas encore le maillot de la UAE. ouais, d'ailleurs, ils ont été bien, bien en vue, les émérités, les futurs émérités, parce que au Mémorial Marco Pantani, c'est Lutsenko qui s'impose devant Hirschi et Sivakov, et au Trofeo Matteotti, bah, c'est un équipier qui s'impose de chez là-bas, c'est Shortbacks devant un doublé italien, Velasco et Rota. Donc vas-y, la UAE, ils étaient partout ce week-end et celle la semaine dernière en italien. Et ça prévoit que du bon pour le Tour de Lombardie, ils ont le double tenant en titre. Ils ont le double Euh, teneur. Comment tu dis? le double teneur du titre. Le Ouais, double tenant du titre, on dit comme ça, Grégoire. Mais non, moi je pense que ce sera pour Thibaut Pinot, ce sera sa dernière. Il adore le Tour de Lombardie, il l'a déjà gagné. Et je pense qu'il va le remporter une nouvelle fois au sprint face à Pogacar. On a le droit de rêver ou pas? On a le droit au bonheur? on peut rêver. On va rêver. Et d'ailleurs, bah, petite dédicace aux Ultra Pinot qui vont faire un gros, gros virage. Alors, je sais pas où exactement pour le moment. Ils vont le donner au dernier moment, je crois, le lieu pour pas qu'il y ait énormément de monde non plus, si j'ai bien compris. Mais ouais, en tout cas, grosse dédicace à eux. Et ce qu'ils font, c'est encore une fois exceptionnel. Faire un fan club comme dans des stades de foot comme ça, dans le vélo et respecter le public en plus, respecter les coureurs, respecter tout ce qui se passe autour, c'est quand même exceptionnel. Ouais, ouais, j'ai hâte. Je te propose qu'on passe au focus de la Volta parce que c'est quand même le plat de résistance du jour et on a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire sur cette Vuelta 2023 qui a été remportée par Sepp Kuss devant Jonas Vingegaard, devant Primoz Roglic. Donc franchement, c'est bah, exceptionnel comme la prestation de la Jumbo-Visma qui fait tripler sur le dernier grand tour de la saison en gagnant avec un équipier de luxe et qui du coup fait le triplé aussi sur les grands tours de la saison. Donc ils ont tout écrasé. On peut citer un peu les membres du top 10. On peut dire que le premier français c'est Bardet 21e. C'est Décevant, décevant. Non, on va se dire décevant, mais en même temps, voilà, et Bardet était venu en chasseur d'étape. Je pense que Lenny Martinez, il était venu en mode découverte. C'est la première fois qu'on pouvait son premier grand tour, donc on pouvait pas espérer beaucoup mieux. Voilà, dans le top 10, on a deux équipes qui surdominent, la UAE et la Jumbo. En quatrième place, on a Ron Ayuso qui fait une très bonne Vuelta. Ensuite, on a cinquième Michael Landa pour la Bahreïn. Ensuite, Henrik Mas qui fait sixième seulement pour la Movistar. Il s'est dit très déçu. Bon, bah, une saison un peu à oublier pour Henrik Mas qui s'est blessé sur la première étape du Tour de France. Ensuite, en septième place, on a Alexander Vlasov qui termine devant son coéquipier Sian Uijtebroek qui est la future pépite à suivre en montagne. Il m'a vraiment impressionné. D'ailleurs, on a vu On qu'il y y avait un reviendra peu avec des. très bonne découverte. Enfin, même dans l'attitude du gars et tout, c'était exceptionnel. Termine le top 10 et on y reviendra après. Ouais, ouais, 9e place pour Joao Almeida. Joao Almeida, faut pas dire Ro, je crois, en portugais, on m'avait déjà repris. Et Santiago Buitrago Sanchez pour la Bahreïn, le Colombien qui termine 10e. Donc 2 Bahreïn, 3 Jumbo, 3 UAE, 2 Bora, un Movistar. On a les équipes qui dominaient et les équipes françaises n'étaient pas vraiment au rendez-vous pour ce General Classment. La Total Energy qui se place 11e avec une très bonne volta de Steph Kras, quand même, on peut le citer, hein, aux portes du top 10. Ouais, j'avoue, Euh, je l'aurais pas mis à cette place, mais félicitations à Christian lui. Rodriguez, tu vois, aussi, qui est 13e. Les deux, ils sont tous les deux, ils prennent en sandwich Remco Evenepoel qui fait 12e de la volta. Donc non, non, c'est cool, tu vois. Le premier coureur d'une équipe française, bah, c'est Steph Kras et
En vrai, quand on voit sa forme sur la Volta, c'est normal. Et même comment il était autour et tout, c'était un peu pareil avant sa chute. Donc non, c'est génial. Juste pour en revenir à Bardet, je sais pas si tu as vu, mais au micro de Eurosport à la fin de Louis-Pierre Frileux, à la fin de la Volta, il disait est-ce qu'on le reverra jouer le classement général sur un grand tour et c'est terminé. Il disait qu'il avait eu assez de places d'honneur, assez d'accessites et qu'aujourd'hui il se ferait plus kiffer en allant essayer d'aller chercher les étapes plutôt que de se faire mal pendant 3 semaines à s'accrocher quand il voit le niveau des mecs devant. Donc voilà la déclaration de Romain Bardet qui était déçu de ne pas être allé chercher une étape, mais qui n'était pas déçu de son résultat au général parce qu'il l'a dit d'entrée qu'il ne voulait pas jouer le classement général. Et puis aussi, il a aussi dit que c'était exceptionnel d'avoir gagné un chrono par équipe. Ouais, d'ailleurs, il a pas été loin de porter enfin, de porter le maillot rouge sur cette Volta, même avec la deuxième étape et tout. Donc non, je pense que Romain, il était à l'avant. Bon, il manque la victoire, mais il a fait des belles places d'honneur. Il termine deuxième derrière Remco. Bon, est-ce on peut dire que c'est une défaite de terminer vraiment deuxième derrière Remco? D'ailleurs, Remco, qui a tout perdu sur la Volta, il a perdu sur ambition de classement général, mais qui s'est extrêmement bien rattrapé en remportant le maillot blanc à poids bleu de meilleur grimpeur assez largement. Je crois qu'il avait plus de 130 points et il a vraiment surdominé ce classement annexe. Ouais, d'ailleurs, il reporte devant Vingegaard et Storer, mais ça reste anecdotique. Il y a Storer qui l'a joué un peu à un moment, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Quand Evenepoel a commencé à dire qu'il voulait jouer le classement de la montagne, il n'y a plus personne qui lui a contesté les points. Ouais, il était Au niveau au-dessus. du classement des Il meilleurs. était au-dessus. Il était au-dessus, ça se voyait. Même sur la dernière étape, mais quel coureur, quel gazier. Enfin, tu vois, le mec, même en tant que rouleur, hein, pas qu'en tant que grimpeur, il est impressionnant, ce gars-là. Il est impressionnant. Il a eu une journée sans, il a tout perdu, mais le reste de la Volta est impressionnant. 3 victoires, maillot bleu, blanc à poids bleu. Pour moi, c'est une Volta réussie pour Remco. Ouais, et au niveau du classement par points, d'ailleurs, il est aussi deuxième au classement des sprinters, hein. Il termine derrière Caden Groves et devant Andreas Kron. Donc Caden Groves remporte le maillot vert. Chez les jeunes, c'est Ayuso qui remporte le classement devant Brooks et Almeida. Donc deuxième année d'affilée qui remporte le maillot blanc quand même, Ayuso. Et cette année, quoi qu'on en dise, c'était pas gagné. Quand on a vu Remco, on disait que ça allait être Remco qui allait avoir ce Ah, mais maillot. Remco était favori pour le maillot blanc, Grégoire, Ouais, clairement. non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ce que d'ailleurs, on reviendra sur ce classement un peu plus tard parce que ça va amener l'un des les grands débats. On revient aussi au classement par équipe, mais est-ce que c'est vraiment obligé de dire qui a remporté le classement par équipe ou genre en regardant le Bah, classement quand tu général, on fais peut un, 2 et 3 de la Vuelta, tu es forcément première équipe. Donc, c'est la Jumbo qui gagne devant la Bahreïn Victorious et la Bora Hansgrohe. Alors, franchement, la Bahreïn, on sait que c'est un de leurs classements préférés, le classement par équipe. Donc voilà, et la Bora qui est bien placée avec Vlasov et Uystebroek dans le top 10. Voilà, bon, la Jumbo a écrasé cette Volta et je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. On en reparlera plus tard. Je te propose plutôt qu'on revienne que tu nous fasses revenir sur les victoires de la dernière semaine. Qui a gagné un peu dans cette dernière semaine? Qui a animé la dernière semaine de la Volta? Bah, de toute façon, on sait tous, il y a une étape qui a été vraiment marquante et qui était un tournant cette dernière semaine, une étape dont on n'a pas encore parlé, c'est l'étape 17 à l'Angliru, là où Primoz Roglic s'impose. On voit Primoz Roglic qui, dans l'Angliru, accélère le tempo pour faire péter encore une fois Sepp Kuss. Je pense que c'était vraiment le dernier moment. Il s'était dit si Sepp Kuss est en rouge ce soir, on lui fait gagner la Volta. Il est parti avec Vingegaard et il s'impose au général. Mais il y a Sepp Kuss qui, vraiment, derrière, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche et il vient faire 3. Et à la bonification, quoi, il garde le maillot rouge. C'était exceptionnel cette journée-là. Ouais, il s'est battu Kuss et Kuss, il avait les épaules pour porter le maillot rouge. Lui, il le Grégoire toujours. Et je pense que c'est bien qu'il les joue un peu pour le spectacle entre eux, mais je suis content que ce soit Sepp Kuss qui gagne à la fin, même si je pense qu'on va en reparler. Bon,
On est tous un peu sceptiques de ce triplé et de cette surdomination cette année de la Jumbo-Visma, mais il n'y a même pas eu de film. Je sais pas ce que tu en penses, Grégoire, sur toute la saison d'ailleurs. Ça a été, ils ont écrasé, mais on sceptique non, ils ont écrasé, ils avaient les meilleurs coureurs. Après, on verra. Il y a eu des airs dans le vélo, il y a eu des airs où des équipes ont dominé. Et là, en ce moment, c'est la Jumbo-Visma, mais on verra ce qui se passe après. C'est pas encore l'objet du débat. Moi, je voulais aussi revenir sur le lendemain, l'étape du lendemain, où Remco il va gagner à la Cruz de Linares. Là, il part en échappée, il met 4 minutes 44 au deuxième. Genre, en échappée, il était vraiment imbattable ce jour-là. Mais il n'était pas imbattable en échappée tous les jours, parce qu'à Non, la non. 20e étape, il se fait battre par Wood Pulse. Ouais, ouais, il se fait battre au sprint par Wood Pulse, et ça prouve. Et dans ces moments-là, on a encore plus envie de l'aimer parce qu'on se dit, ah, il est humain. Autant il se met des cacahuètes, il se met carpette sur le vélo, parce que quand il est en échappée, Remco, personne ne roule avec lui, donc il roule tout seul, hein. Il roule tout seul et c'est lui qui creuse l'écart avec le peloton. Non, non, alors la 20e étape, il y avait beaucoup de gars qui croyaient en la victoire, il y avait beaucoup de bleus, c'était une échappée fleuve de 31 coureurs, il y avait quand même du monde qui roulait. Mais Mais c'est ça, vrai en qu'il a tendance à général, faire en beaucoup. général dans la semaine, Grégoire. Oui, il a tendance à en faire énormément. Bah, l'étape qui gagne, là, la 18e étape, clairement, bah, il est devant et il roule. Si, il attaque quand même, hein, il attaque, mais il y a beaucoup aussi de tempo où il a fatigué les gars avant, les autres gars avant, et il les a à l'usure, tu vois. C'est une machine à rouler, comme dit Remco. T'as aucun abri dans sa roue, le mec, il est plié Non, sur le c'est vélo. Bardet qui dit ça. C'est Oui, c'est Bardet. oui, c'est Bardet qui dit ça, mais même, ouais, non, enfin, c'était exceptionnel. Même quand il fait deux, c'est Caruso qui fait deux quand il gagne. Il dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire contre lui, quoi? C'est un moteur. J'ai l'impression de faire du dernier dernier quand je suis avec lui. Énorme. Et d'ailleurs, une étape super animée à Madrid pour la dernière étape de la Volta. Et Remco qui part en échappée avec Caden Groves, avec Filippo Ganna. Et finalement, bon, Dance, c'est Remco qui lance le sprint à 600 mètres parce qu'il sait qu'il va perdre au sprint contre ces deux gars-là. Et c'est Caden Groves qui vient s'imposer à Madrid. plus, plus, Euh, le meilleur sprinter de cette Volta, clairement. plus sérieusement, je l'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui là, que j'ai faite pour Eurosport. En vrai, c'est la première fois que je vois ça. Moi, alors voilà, nous, ça fait, on a 22 ans. On n'a pas non plus tout connu dans le vélo, mais c'est la première fois que je vois une échappée aller au bout sur une dernière étape d'un grand tour. Et c'est la première fois que je m'endors pas sur une dernière étape d'un grand tour. Enfin, limite, c'est la première fois que je regardais la dernière étape d'un grand tour. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai tellement kiffé. J'avais l'impression d'être en troisième KT en FFC. Ça, il y avait un circuit, il prenait des relais de gazier, ça écrasait les pédales, il y avait personne qui bronchait. T'as Caden Groves, l'archi favori, il aurait pu rester dans le peloton, hein. Il y va, il prend les relais à Remco. Bah non, c'était, je sais pas ce que tu en as pensé, mais le panache à l'état pur. Et en vrai de vrai, moi j'aime le vélo pour ça. Enfin voilà, je suis content. Aujourd'hui, on peut avoir des doutes sur des équipes comme la Jumbo, mais au moins il y a encore des courses décousues. C'est des équipes qui laissent aussi la course se faire. Et tu vois, au Tour de France, ils avaient roulé sur Pogacar. Là, ils n'ont pas roulé sur Remco et c'est très bien. Ouais, non, c'était magnifique à voir. Et d'ailleurs, en parlant de la Jumbo, ils ont fait faire un couleur historique pour le triplé Vuelta, Giro et Tour de France, avec un maillot noir assez épuré, avec une bande rose, une bande jaune et une bande rouge qui rappellent les trois maillots de classement généraux. Toi, t'en as pensé quoi, ça, Grégoire? Moi, j'ai vraiment bien Oh, aimé. ouais, je suis comme toi, dinguerie. En vrai, le maillot, il est dingue. Mais de toute façon, ils sont trop forts en com, en marketing, c'est abusé. Genre, Ouais, ils ont j'avoue. toujours ouais, ils sont tout le temps dans le bon timing, dans le bon tempo. Enfin, on fait un peu de com et de marketing, c'est notre métier, tu vois. Eux, ils sont vraiment trop forts. Ils sont tout le temps là au bon moment, là. Ils ont la bonne idée, le bon design, ça sort à temps. Puis t'as vu, même sur les vélos, ils avaient mis des Ouais, bandes c'était rouges, magnifique. ouais, roses et jaunes. Non, mais le maillot est archi classe. Puis la petite pensée à Nathan Van Heyden qui a eu un accident de voiture la semaine Ouais, dernière aussi. le Non, bel hommage. tout était bien. Moi, il y a un truc qui m'a perturbé c'est sur le podium, le maillot rouge pour Nathan Van Hooydonk, c'était Vingegaard qui le portait, qui le tenait dans les mains. Et ça, c'est un truc qui m'a perturbé parce que tu vois, le maillot rouge, c'est que ce qu'il a gagné. Et c'est Vingegaard qui le portait avec marqué Nathan Van Hooydonk Ah, dessus. j'ai pas fait attention à ça. Mais Alors, ouais, ça me dérange pas. C'était un hommage, quoi. oui, oui, non, mais oui, c'est clair. Et puis, il avait son trophée de la Vuelta dans les mains, cette gosse. Mais je me dis, je sais pas, bizarre. Pourquoi C'est bizarre? un équipier, tu vois, qui gagne. Et je me dis, est-ce qu'il il se voit comme un leader maintenant? Est-ce qu'il va renégocier un salaire? Il a un agent qui va faire ça? Ou est-ce qu'il va rester comme ça, équipier de luxe? Et peut-être en fin de saison, il jouera sa chance sur la Volta. Enfin, je dis ça comme si la Volta, c'était, Moi, je c'était une pense qu'il victoire va de rester, course. il va rester leader sur certains grands tours. On a vu comment il est fort. Il gagne la Vuelta, comme mine de rien. Et on sait que Vingegaard et Roglic, ils ont essayé de la gagner à un moment. Donc non, je pense que il a pas à faire les petits bras devant ses coéquipiers. Et je pense que même pour moi, Roglic devrait quitter la Jumbo-Visma pour trouver une équipe où il pourra être seul leader. Et je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver.
Je sais pas ce que tu en C'était penses. l'une de mes questions que je voulais te poser. Est-ce que Roglic doit rester à la Jumbo s'il veut espérer regagner un grand tour un Moi, jour ou c'est un en de tout cas mes un Tour coureurs de France, tu vois? préférés. Parce que c'est le seul qu'il a pas. C'est un de mes coureurs préférés, donc je pense pour lui que c'est meilleur de partir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'être le seul vrai leader d'une équipe, peut-être qui lui correspond mieux parce que Roglic est un coureur assez drôle, détente, qui se prend pas la tête. Et chez la Jumbo, on compte les flocons d'avoine, quoi. C'est aussi un coureur qui vient pas du vélo à la base, hein, on le rappelle encore une fois, il vient du saut à ski, donc il a peut-être bah, en vrai, c'est un milieu un peu de psychopathe où faut tout le temps faire gaffe à l'hygiène, à ce qu'on enfin, c'est aussi un gros rapport, faut être le plus léger possible. Mais mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense on fera pas de faux débat. Pour moi, Roglic, il doit quitter la Jumbo et vu comment ça s'est passé cette fin de Vuelta aussi, en Ouais, mode, bah, OK, on laisse gagner Sepp Kuss, c'est cool, mais ça se voyait qu'au fond de lui, tu vois, si au début de la Vuelta, on lui avait dit: «Tu viens, mais t'es équipier pour Vingegaard ou pour Sepp Kuss», il aurait pas enfin, il serait pas venu, quoi. Il aurait même non, pas mis les clairement pieds pas. à la Vuelta. Il a Clairement gagné pas. 3 fois. Il avait un Clairement pas. record à aller chercher, hein. Clairement pas, clairement pas. Mais je pense que le débat est clos. Je te propose qu'on passe à prochaine question, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, Grégorito. Ouais, mais on prend du plaisir, on Est-ce parle vélo, que, c'est est-ce cool. que, est-ce que Remco pourra-t-il rivaliser avec Pogacar et Vingegaard sur un grand tour? Je te laisse répondre, moi j'ai mon idée. Sur 3 semaines? Bah, sur un Fran grand tour, généralement c'est 3 semaines, hein. Moi, je pense que oui. En vrai, oui. Alors, peut-être que ça sera contre nature. Putain, je suis désolé, je tousse. J'ai le Covid et donc je pense que ça sera contre nature, pardon, parce que c'est peut-être pas le mec quand tu le vois même physiquement, tu vois, il est petit, il est râblé, il est costaud. C'est pas le mec à la base, tu dis: «Lui, c'est un pur grimpeur, c'est un pur coureur de grand tour». Alors c'est le meilleur rouleur du monde, hein. Il est champion du monde du contre-la-montre. Il grimpe bien, mais en vrai, il a déjà fait 4 grands tours, il me semble, 2 Vuelta, 3 Vuelta, 1 Giro? Non, 3 grands tours? 4 grands tours? Ouais, mais le Giro, il Non, l'a il pas a fait fait. 2 Giro, 2 3 Vuelta. 3. 4, 2 Giro, 2 Volta. Il y a un Giro, il pète complètement. C'était l'année d'après sa chute en Lombardie, donc on peut le comprendre. Ensuite, tu as une Volta où il gagne, tu as une Volta où il explose. Et tu as un Giro où il finit pas parce qu'il a le Covid. Donc en vrai de vrai, pour moi, tu vois, alors que sur les classiques, il y va, il gagne. Tu vois, il va 2 fois à Liège-Bastogne-Liège, il gagne les 2 fois. C'est différent. Ça se voit qu'il a cet esprit de la gagne, ce truc, je sais pas, c'est un buteur enfin, je sais pas, peut-être qu'il tient ça du foot et tout, il la met au fond, quoi. Il a un esprit comme ça. Mais sur un grand tour, bah, tu vois, il a une victoire sur 4 grands tours. Donc c'est pas énorme. Et puis même si c'est sur chute, même si c'est sur maladie, au final, bah, tu as des coureurs, genre, bah, tu vois, Pogacar, il a jamais abandonné un grand tour. Non, non, mais Donc c'est là, sûr. moi, déjà, là, je vais aux missions. Mais je pense que c'est un mec qui est déterminé et qui sait ce qu'il veut. Pour moi, heu, pour moi, Remco, c'est un mec, s'il se rentre dans sa tête qu'il va gagner le Tour de France un jour, il le gagnera un jour. Il va faire tous les efforts du monde qu'il faut. Il a les capacités, il va se tuer, il perdra du poids s'il faut, il va se tuer à l'entraînement. Il fera aucun autre résultat dans la saison, tu vois? J'ai pas envie qu'il devienne comme Vingegaard, mais je pense que, tu vois, devenir comme Vingegaard, à être bon, 2 mois dans l'année, bah et c'est peut-être sa seule manière de gagner le Tour un jour. Ouais, je suis Donc d'accord je avec toi, mais est-ce qu'on serait content de le voir changer de course pour gagner un grand tour? Moi, je suis pas sûr. Et, moi non, et moi non. autant à un moment, je pense que tu le compares à Vingegaard. Moi, la question, c'est plutôt ce qui sera comme Pogacar, est-ce qu'il pourra rivaliser sur un grand tour et être présent toute la saison. Et, et il a encore le temps, mais je sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il est né pour écraser le cyclisme moderne. Donc, je pense qu'il fera des énormes choses et que ouais, je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de grosses surprises avec ce gars-là, parce que quand on le voit rouler, s'il a pas sa journée sans sur le Tourmalet, Remco, bah ouais, il est costaud, hein. Il est costaud, hein. Parce que C'est peut-être le seul mec qui peut battre la Jumbo, tout seul, quoi. ouais, voilà. Bon, il a eu une journée sans, donc on va pas commencer à. Il a une journée sans. Ah, mais tu vois, pour moi, c'est symptomatique sa journée sans, encore une fois. Alors OK, il a pris du retard dans sa formation parce qu'il a pas fait de vélo pendant presque, je Dans sais sa pas, 6 mois, préparation. 1 an. Ouais, mais non, mais même dans sa formation, je te parle même pas moi je te parle de sa formation en tant que cycliste. Ah Il est oui, venu tard au vélo, il a perdu 6 mois, 1 an après sa chute en Lombardie, donc on peut se dire, il était plus à maturité tardive que les autres et ça serait enfin, le mec a déjà été champion du monde de chrono, enfin, il a sur 23 ans, champion route. du sur route, de chrono, enfin, je veux dire, il a notre âge. Antoine, toi, tu fais quoi? Tu es en train d'enregistrer un podcast en caleçon dans ta chambre? Eh oh, j'ai mis un short, hein. Non, mais voilà, ouais, à voir. Donc pour moi, il c'est possible, mais il le fera qu'une fois, tu vois? Il le fera pas 4 fois dans sa carrière. Toi, tu penses qu'il va écraser? Moi, je pense qu'il est né pour écraser le cyclisme. Il a un talent pour ce sport. Il vient pas de ce sport, comme tu as dit. Tu as vu où il en est il a un talent, on s'en rend même pas compte. C'est comme un Pogacar. C'est des gars, t'en as.
normalement, t'en as un tous les 10 ans, quoi. Et là, ils sont les deux en même temps. Je pense qu'il faut le laisser son temps et profiter du spectacle et voir jusqu'où il ira. Mais je pense qu'il fera des grandes choses, ouais. Et même si effectivement ça va être dur d'être prêt toute l'année, mais après cette saison elle est biaisée aussi de par son Covid, de par son Giro loupé, sa préparation toute l'année qui était un peu biaisée, quoi. Ouais, mais il a une galère, non pas l'année dernière, mais il a une galère par année quoi sinon. Ouais, Ah t'as vu si, ce qu'il il t'as vu ce qu'il fait il une avait galère avec une galère par année? Le jour où il a pas de galère, il écrase tout. Le jour où bah, il a le pas de jour, galère, l'année là, carrément. Et l'année. bah, après, tu vois, moi et aussi, il faut qu'on soit pas d'accord sur certains points. Je fais l'avocat du diable. Moi, j'y crois qu'il va gagner le Tour un jour, mais il le gagnera qu'une fois, encore une fois. Mais tu vois, s'il a un problème, peut-être il en fait trop, peut-être qu'il est faible physiquement, peut-être que Mais oui, sa mais ça préparation vient à la ça Quick-Step n'est pas la ça bonne et qu'il doit partir de la Soudal, tu vois. Peut-être que la potentielle bah, fusion entre Ineos et Soudal Quick-Step, peut-être. On en parlait avec la Movistar aussi dernièrement. Mais bon, tu vois, s'il y a un truc comme ça, peut-être qu'il aura les équipiers, mais pour l'instant, il n'est pas assez bien entouré et préparé pour ça, peut-être. c'est certain qu'il n'est pas assez bien entouré et préparé, hein. Et c'est certain qu'aujourd'hui, des équipes comme la Jumbo, niveau préparation, ils sont au-dessus et c'est pour ça qu'ils écrasent. Donc, faut pas se poser les mauvaises questions avant de tergiverser, de parler de dopage, en regardant la préparation des équipes. Voilà, la Jumbo, ils sont au millimètre, quoi. Vingegaard, il est au millimètre. Alors après, on n'aime pas, mais faut pas se plaindre que le mec, il gagne tout. Il est au millimètre. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qui va rentrer en compte. En tout cas, moi j'ai hâte de voir le futur, de voir la suite. Mais ne jugeons pas rapidement Remco sur cette Vuelta où c'était pas l'objectif de sa saison. Et l'objectif même de sa fin de saison, c'était d'abord l'espace du monde de chrono et après la Vuelta. Faut pas se mélanger. Bon allez, on passe au débat d'après parce qu'effectivement, il nous reste encore aussi toute l'actu full gaz avec un E derrière et si ça continue et comme, je l'ai dit dans la vidéo ce soir, ils vont faire une séance d'home trainer, pendant le podcast et ils vont faire, 3 heures de home trainer et on va les retrouver cramés la semaine prochaine, quoi. Il y a Ouais, il plus faut, à faut, voter faut- faut après. qu'on accélère. C'est qui ton, Bon, ton big juste up, moi Grégoire? j'ai une question vraiment, que j'ai envie de te poser, tu vois, que j'ai notée, c'est est-ce que Martinez, il a vraiment le potentiel pour aller gagner un grand tour comme tout le monde le dit, quand on voit le retard qu'il a sur des Ayuso ou des Hülkenberg qui ont le même âge que lui? Honnêtement, moi, il sera un très bon coureur de classement général, mais de là à gagner, en fait, quand tu vois le cyclisme aujourd'hui, tu as des gars qui écrasent, et si tu n'écrases pas, et ben, tu gagnes pas. Et alors, à moins qu'il fasse un Giro où il n'y a personne, où il y a moins de concurrence, ouais, je pense qu'il pourra. Oui, si, en fait, il pourra gagner un Giro, mais il gagnera jamais le Tour de France. Ah, tu penses pas qu'il a le potentiel? Après, il est encore jeune, ça se trouve, tu vois, il met plus de temps que les autres à. Pour moi, tu vois, pour moi, c'est son premier grand tour et c'est pas assez ce qu'on a eu. Il a eu une journée sans, mais Mais il il a quand était même porté malade, le il était maillot rouge. malade. Il est quand même passé proche de la victoire. Il a été malade, tu vois. Pourquoi pas? Moi, je dis vraiment, en vrai, j'y crois. Je te dis, premier degré, j'y crois. Alors, bien sûr que bon, pas d'Ayuso, des Brooks, même des Remco, ils sont encore là pendant longtemps. Mais bon, en vrai, c'est possible. En vrai, pour moi, c'est possible s'il est dans la bonne équipe au bon moment, qu'il a la bonne prépa. Ah, moi, c'est tout ce que je lui souhaite, hein. C'est un bon gars, c'est un bosseur, il aime ce sport, c'est tout ce que je lui souhaite. Grégoire, c'est qui ton big up de la Volta? Moi, mon énorme big up, le moment qui m'a marqué dans cette Vuelta, le truc dont j'ai envie de me souvenir, c'est la victoire de Geoffrey Soupe, mec. Ah, La j'allais dire victoire de. pareil. Ah ouais? Bah tu vois, on Ah, a même pas besoin de te répondre à la question. et si, La parce que moi, victoire de Geoffrey Soupe. Geoffrey Soup, il a fait un truc énorme. Il gagne ses victoires. C'est sa première victoire au World Tour. Il gagne au sprint en faisant une sorte de sprint long, coup du kilomètre. Je sais pas trop ce qu'il nous a fait. Il nous a fait un arc-en-ciel, roulette petit pont là, pour les footeux. Et C'est le genre de geste qui passe jamais, mais tu le tentes une fois en match et ça passe. ouais, Genre vraiment. magnifique. Et je suis d'accord avec toi. Big up à Geoffrey pour cette magnifique victoire. Mais moi, si je devais choisir un big up pour prendre le contre-près, je prendrais Remco et son panache. Il prend 27 minutes sur le temps malais. Le lendemain, il va gagner. Il gagne 3 étapes. Il remporte le maillot à poids. Franchement, quelle super grosse preuve de caractère. Et par contre, si tu devais retenir une déception, toi, ce serait quoi? Moi, en général, à part la Cofidis, c'est les équipes françaises, quoi. Je trouve qu'elles ont un peu traversé la Volta sans trop rien faire, tu vois. Arkea, G2R Citroën. Bah, voilà, tu as 2 équipes qui ont bien marché, qui ont gagné, donc la Total et la COF. Par contre, après, tu vois, Arkea et AG2R Arkea Samsic, par contre, pardon, et AG2R Citroën. Bah, pour moi, même si tu vois, Christian Rodriguez, il fait 13 pour l'équipe bretonne, bah, derrière, il y a pas eu grand-chose. Il y a Mathis Lebert qui a fait 2-3 échappées. On a vu des belles échappées du côté des G2R, mais t'as pas de trucs qui te font souvenir d'eux, quoi. Ils ont un peu traversé le Tour d'Espagne, je Ouais. trouve. Ouais, du coup, c'est que Et Arkea toi? et G2R, parce que les autres, ça va, même Ouais, la oui, FDJ. Arkea et G2R, vraiment. Ok. Arkea et G2R. Et toi?
Bah, moi, c'est un peu le scénario. Je dirais le scénario parce que en fait, c'est qu'à la fin, on en avait marre de voir la Jumbo gagner et de voir il y avait plus de suspense, quoi. Dès que ça montait, et bah, il restait que Kuss, Vingegaard et Roglic. Et je trouve que ça a un peu cassé le scénario. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, je vais le dire, je vais être sincère de fou, j'ai pas pris, masse de plaisir à suivre la Volta cette année, l'organisation, le déroulement de la course. Je sais pas, j'étais pas non plus hypé de fou, j'étais bien la dernière semaine, c'était cool parce que les courses se couraient comme des classiques d'une journée, quoi. Mais sinon, c'est vrai que quand il y avait des échappées devant, sinon c'est vrai que j'ai pas pris énormément de plaisir à suivre cette Volta 2023, moi. Allez Grégoire, on est un peu en retard, je te mets la pression, faut qu'on passe à l'actu full gaz avec eux. En plus, on a pas mal de choses à parler. J'espère que vous êtes prêts à savoir ce que les gazières ont fait cette semaine. Tchiou, l'actu full gaz avec un E, et comme chez les hommes, il y avait le Grand Prix d'Isberg, et là il y a eu un doublé français avec Valentine Fortin de la Team Cofidis qui bat au sprint Jade Viel de FDJ Suez, devant Simone Ballard, la Canadienne. Big up Tabernac, quoi. Bravo Simone et bravo le doublé français sur le GP d'Isberg. Ça fait du bien de voir des drapeaux bleu, blanc, rouge en haut du classement sur les manches de Coupe de France. Et ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir. Du coup, on avait un superbe sprint entre les deux filles. Et ouais, elles se sont vraiment minables sur ce sprint, mais Valentine est venue gagner devant Jade. Jade qui est quand même, je pense, contente de faire deux. Mais bon, le gros morceau de la semaine, on va pas se mentir, c'était quand même le Tour de Romandie qui a été remporté, sans surprise, par Demi Vollering qui écrase la saison de vélo. Alors chez les Arrête, hommes, Denis Vollering, elle a gagné. ouais, Arrête. je te jure. Non, incroyable Bah, ce que tu dis, c'est une petite révélation cette année. non, comme tout le temps, et c'est sur le cyclisme féminin encore plus que sur le cyclisme masculin. Quand on a quelqu'un qui domine, et bah, il domine vraiment vraiment fort. Donc Demi Vollering vient remporter le classement général devant Nevia Doma et Marianne Rosser. La Bousse, elle fait la première française, mine de rien, elle fait quatrième. Et cette année, elle est pas passée loin des podiums, mais bon, on lui souhaite de. Il lui a manqué un petit peu. Il lui a manqué un petit Ouais. peu. Moi, j'aimerais bien faire une petite dédicace à Ricarda Bernfeint. Tu sais, Bernfeint, c'est la fille de chez la Canyon SRAM qui avait remporté l'étape sur le Tour de France après un numéro, genre attaqué à 30 bornes, qui récupère le maillot de meilleur jeune la dernière journée en attaquant. C'était mince. La sœur d'un coureur du UAE, je retrouve plus son Ah blaze. oui, la sœur Voilà, de Fischer Black. Niam Fischer-Black qui avait le maillot juste avant, qui était d'ailleurs aussi à encore une fois dans la grosse équipe, hein, la SD Works. Voilà, pour la montagne, c'est l'OS Adegeist qui remporte ce maillot, donc un maillot dans la poche pour l'équipe française FDJ Suez. Et le maillot par points, c'est Sofia Pertizzolo, la sprinteuse italienne qui remporte ce classement et qui avait remporté aussi la première étape au sprint. D'ailleurs, tout s'est joué sur la deuxième étape. Et c'était quoi le podium de la deuxième étape, Antoine? Bah, c'était le podium final, hein. Vollering qui gagne devant Neva Doma et Marianne Rosser. Donc voilà, un format sur 3 jours assez condensé, je trouve ça sympa, il y avait du suspense. Voilà, une étape compliquée le deuxième jour. Et du coup, on a le classement général qui s'est joué là. Donc, En tout cas, quoi? pour le dernier jour. Dernier jour, on peut le dire, hein, c'était une étape un peu plus. En fait, il y avait une étape plate pour sprinteuse, une étape montagneuse pour le général, et la troisième étape qui était un peu plus vallonnée. Et au final, c'est Liam Lippert qui s'impose devant Fem Van Empel et qui a annoncé là sur Instagram qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre sur la route. Elle, la championne du monde de cyclocross, qu'on reverra bientôt sur les sous-bois. Ouais, on aura hâte de la retrouver. D'ailleurs, la saison de Sous-Bois, c'est pour bientôt. Mais avant ça, on va finir la saison de cyclisme avec notamment les championnats d'Europe qui arrivent et le Tour de Lombardie le 7 octobre. Enfin, en tout cas, on a hâte de débriefer ça avec vous. On le fera en podcast sur l'actu Full Gas. Donc, n'hésitez pas à suivre LTDG, à suivre de la J'avais tête d'un prévu, cycliste pour la suite. Et J'avais prévu aussi, Antoine, qu'on se mouille un peu pour les championnats d'Europe, vu que c'est la semaine prochaine. Ça serait drôle qu'on balance tous les deux là maintenant un prono rapidement. Ça va être un parcours. Faut que tu retiennes que les deux parcours sont plats. Tu as 30 bornes de chrono. C'est dans la région de Drenthe aux Pays-Bas. Qu'il y a 200 km pour les hommes, 134 km chez les femmes. Et qu'il y a presque pas de dénivelé positif. Ça va être une course en circuit. Et moi, mon ok. favori, j'ai noté Ghana Laporte pour Ghana contre la montre, Laporte sur la route. Et au contre la montre chez les filles, Russer qui va venger de son mauvais championnat du monde. Et je pense que Lorena Vebes va garder son titre chez les femmes. Et toi? Pour moi, je vais avoir un pronom un peu tourné vers les Français. Je pense que Cavagna, qui va gagner le Tour de Slovaquie, et ben, il va remporter le chrono devant Filippo Ganna. Et Laporte aussi, je pense qu'il peut remporter la course en ligne.
Et chez les femmes, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. Du coup, je suis assez d'accord avec toi. Rosser qui écrase les chronos depuis le début de saison va s'imposer sur le chrono et Lorena Wiebes sur ce parcours pour sprinteuse va gagner avec son équipe qui va contrôler pour elle. Voilà. En tout cas, on aura la réponse la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de ça. Et moi, je vous fais des gros bisous Des plutôt. Des Ciao gros les amis. bisous. Ciao!